Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des rêves. Le XVIe siècle, des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes, avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas, au cœur du pays inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Si vous avez grandi dans les années 80, vous avez peut-être reconnu le monologue d'introduction des mystérieuses cités d'or. Et c'est de ce mythe, qui a existé depuis des siècles, que je vais vous parler ce soir. Comment il est apparu, à quelle réalité il se rattachait aussi, quelles expéditions et quelles recherches ont été lancées en son nom. Ce petit voyage historique va nous transporter des siècles en arrière, à une époque où la fascination et l'excitation pour le reste du monde s'installaient en Europe. Des chemins directs avaient été trouvés vers les richesses et les merveilles de l'Inde, de la Chine, de la Perse, des îles aux épices, et même un mystérieux archipel, très loin en Orient, Cipango, le Japon, dont Marco Polo avait parlé plus de 200 ans auparavant. Il y avait aussi la taille immense et les mystères encore insondables de l'Afrique, avec ses forêts profondes, ses déserts, ses montagnes et son or et son ivoire. Et à l'ouest, bien sûr, l'expédition de Christophe Colomb, qui avait atteint un nouveau continent, qu'on appellerait bientôt l'Amérique, le Nouveau Monde. Un espace gigantesque, où des civilisations s'épanouissaient déjà plusieurs milliers d'années avant l'arrivée des Espagnols ou des Portugais, et d'où rapidement affleurèrent des quantités inimaginables d'or et d'argent. C'est autour de ce nouveau monde immense, mystérieux, envoûtant, que la légende de l'Eldorado et celle des cités d'or vont prospérer. Alors, partons en voyage. Merci de bien vouloir vous abonner à la Bibliothèque des rêves et d'évaluer positivement cet épisode. Commentez si vous êtes sur YouTube. Vous pouvez suivre la Bibliothèque des rêves sur différentes plateformes. Il y a des liens dans la description de cet épisode. Et maintenant, installez-vous confortablement. Les cités d'or nous attendent. Avant même la découverte de l'Amérique par les Espagnols, il y avait des rumeurs, des légendes médiévales, notamment au Portugal, qui parlaient de lieux mystérieux où l'or abondait, des villes entières même, vers l'ouest. Des légendes largement oubliées depuis, mais dont je vais vous parler dans un instant. Alors, quand Christophe Colomb arrive en Amérique, et que l'exploration commence, que des quantités importantes d'or sont trouvées et pillées ou soutirées, après les rencontres avec les Aztèques au Mexique, et après avec les Incas en Amérique du Sud, ces rumeurs semblent se confirmer. Oui, de l'or peut être découvert en quantité énorme par celui qui sera assez audacieux pour le chercher. Le mythe le plus répandu et populaire à ce sujet, au XVIe et XVIIe siècle, en Europe et parmi les colons du Nouveau Monde, c'est celui de l'Eldorado. L'Eldorado, un pays où l'or serait tellement abondant qu'il suffirait de se baisser pour le ramasser.
Et avec ce mythe émerge aussi celui des 7 cités d'or, des villes cachées dont les maisons, les monuments et même les rues seraient faites d'or pur et qui n'attendraient que d'être découvertes quelque part. Des expéditions plus ou moins officielles, plus ou moins grandes, partent les chercher pendant des décennies. Mais il semble bien qu'aucun de ces lieux fabuleux n'ait jamais été découvert. Et c'est de tout ça dont je vais vous parler ce soir. Les légendes d'avant la découverte de Christophe Colomb. La conquête de l'Amérique centrale et du Sud au XVIe siècle par les Espagnols, doublée de l'arrivée des Portugais au Brésil. Comment la quantité d'or ramenée des Amériques a changé le monde aussi, même si cet or ne venait pas de l'Eldorado. Et enfin, je vous parlerai des expéditions les plus fameuses qui ont cherché ces trésors. Cette course à l'or des Amériques commence bien sûr quand Christophe Colomb y parvient, en 1492. Mais Colomb n'explore pas l'intérieur des terres. Au total, il traverse 4 fois l'Atlantique. Le premier voyage, le plus célèbre évidemment, celui où ces 3 navires découvrent l'Amérique. Ce voyage l'amène aux Bahamas. C'est là qu'étaient les premières îles découvertes. Et ensuite, il poursuit son voyage pour longer les côtes de Saint-Domingue et Cuba, les 2 plus grandes îles des Caraïbes, avant de rentrer et d'annoncer sa découverte. Dans le deuxième voyage, il explore les Caraïbes de façon un peu plus poussée. Et finalement, avec les 3e et 4e voyages, il longe les côtes du continent proprement dit, précisément au niveau de l'Amérique centrale et de la Guyane. Ces voyages ont lieu entre 1492 et 1504. 12 années riches en découvertes qui permettent d'élaborer les premières cartes. Mais en fait, Christophe Colomb ne sait rien de l'intérieur des terres. Ce sont ses successeurs, des explorateurs, qui découvriront ce qu'il y a au-delà du littoral. Comme vous le savez, Christophe Colomb n'était pas espagnol, mais italien, génois. Les raisons pour lesquelles l'Espagne, les rois catholiques d'Espagne, font appel à ses services et financent ses expéditions sont de plusieurs ordres. Évidemment, il y a l'attrait de la découverte, il y a la curiosité pour découvrir le monde, il y a la recherche de prestige, mais aussi, et de façon très importante, c'est un investissement risqué et incertain, mais avec peut-être d'énormes profits à la clé. Il y a l'espoir, en voyageant vers l'ouest, sur l'Atlantique, de trouver une route commerciale directe vers la Chine et vers l'Inde. Mais il y a plus concret aussi. Sous leur nez, les Espagnols ont les Portugais, qui ont commencé quelques décennies avant, au long du XVe siècle, à explorer l'Atlantique et les côtes de l'Afrique. Les Portugais ont déjà colonisé de petites îles de l'Atlantique, et en commerçant avec l'Afrique, ils ont aussi commencé à s'enrichir. Encore pas grand-chose en comparaison avec ce qu'ils gagneront au XVIe siècle, après avoir contourné l'Afrique par le sud, pour explorer l'océan Indien et aller jusqu'en Extrême-Orient et dans les îles aux épices. Mais quand même suffisamment pour démontrer que l'exploration maritime peut être lucrative. Et justement, quand il s'agissait de commerce par la mer, à l'époque, rien ne pouvait être aussi lucratif que découvrir une route maritime directe vers l'Asie.
parce que ça voudrait dire commercer directement avec les régions qui produisent de nombreux produits exotiques, très prisés des Européens, notamment les épices. Au XVe siècle, le poivre, qui était vendu à Venise, pouvait parfois approcher le prix de son pesant de poudre d'or. Les épices sont extraordinairement chères parce que l'Europe est le client final d'une longue chaîne de marchands, en Asie, au Moyen-Orient, qui transportent ces produits vers l'ouest sur la route des épices et la route de la soie, où leur prix grimpe de façon vertigineuse. Mais il n'y a pas d'autre option pour se procurer ces biens, sauf à trouver une nouvelle route. Et comme la Terre est ronde, quelque chose dont de nombreux marins et érudits sont déjà convaincus à l'époque, on doit pouvoir atteindre l'Orient en naviguant vers l'ouest. C'est la théorie sur laquelle l'expédition initiale de Christophe Colomb est fondée. Et à l'époque, en 1492, Christophe Colomb pense être arrivé en Extrême-Orient quand il débarque aux Bahamas. Pendant longtemps, on prendra l'habitude d'appeler les Amériques les Indes occidentales, une tradition qui durera jusqu'au XVIIIe siècle, bien après qu'on ait compris que non, c'était un autre continent, et l'Asie était effectivement accessible par l'ouest, mais qu'elle était bien plus loin, au-delà de l'océan Pacifique. En bref, ça n'était pas la seule raison de ces expéditions financées par l'Espagne, mais les espoirs de profit, de contacts commerciaux, faisaient partie des motivations. Et des profits, effectivement, il allait y en avoir. Colomb établit les bases du colonialisme espagnol en Amérique. Il ramène de l'or en petite quantité, quelques esclaves, mais c'est surtout après lui que les profits provenant de l'exploration et de la conquête du Nouveau Monde vont atteindre des niveaux auxquels les Espagnols n'auraient même pas pu rêver. Quand l'Empire aztèque est conquis, dans les années 1520, et après les Incas en Amérique du Sud, les trésors obtenus au Mexique et envoyés en Espagne sont presque inimaginables pour l'époque. L'or est expédié par tonnes, alors qu'à l'époque en Europe, c'est un métal très rare et très cher, proportionnellement plus cher qu'aujourd'hui, certainement. À ça vont s'ajouter ensuite les mines qui vont être exploitées, les mines d'or et d'argent, les pierres précieuses et les produits coloniaux. Beaucoup est aussi dépensé pour financer la colonisation. Et encore bien plus est perdu à cause de la corruption et des guerres en Europe, que cet or sert à financer. Et en plus, l'Espagne, qui est une petite économie quand elle découvre l'Amérique, n'a pas les capacités productives pour fournir tout ce que cet or peut acheter. En plus, elle se dépeuple à cause des départs pour les colonies et des guerres. Donc les prix montent, et paradoxalement, l'État espagnol termine ruiné. Entre 1557 et 1666, malgré toutes les richesses des Amériques et les convois annuels de métaux précieux, l'Espagne fait banqueroute plusieurs fois. L'État arrête de payer et renie ses dettes parce qu'il est ruiné. Mais pour les individus en Europe, à l'époque, qui sont loin de ces problèmes d'inflation ou de macroéconomie, ce qui est extraordinaire, c'est que le Nouveau Monde paraît contenir des quantités inépuisables de richesses, du moins pour ceux qui ont l'audace d'aller les chercher. Pour ceux qui rêvent d'aventure, d'enrichissement, ou simplement qui ont besoin d'aller se mettre un peu au vert après des escroqueries ou des vols, ces rumeurs de richesses lointaines, bientôt relayées par des écrits, des chroniques de voyageurs et de colons installés en Amérique, tout ça amplifié par le bouche à oreille ou la fabulation.
Ça transforme le Nouveau Monde en une opportunité exceptionnelle, une source de rêve et d'excitation. Et c'est dans ce contexte que le terme hombre dorado, l'homme doré, ou le roi doré, el rey dorado, apparaît au XVIe siècle, dans les premières décennies de la présence espagnole. Sous forme raccourcie, ça donne El Dorado, et cette expression va commencer à nommer un royaume mythique, ou une cité. Mais c'est une déformation de son sens originel, parce qu'au départ, El Rey Dorado, c'est un terme inspiré par un rituel du peuple Muisca, en Colombie actuelle. Dans les premières chroniques espagnoles, en Amérique, on raconte que le roi des Muiscas, au cours d'une cérémonie, était couvert de poudre d'or, de la tête aux pieds, et qu'ensuite il s'immergeait entièrement dans un lac, faisant offrande de cette poudre d'or puisqu'elle se dispersait dans l'eau. Alors qu'en même temps, sa suite lançait des objets précieux et des émeraudes dans le lac, comme offrande également. C'était le rituel du roi doré, El Dorado. Est-ce que ce rituel a vraiment existé? C'est incertain. Ça pourrait avoir été inventé ou exagéré par des auteurs qui en ont parlé. Mais par contre, ce qui est avéré, c'est que les Muiscas avaient beaucoup d'or et de pierres précieuses, sans doute assez pour impressionner les Espagnols. Les Muiscas n'ont pas la célébrité des Aztèques ou des Incas. Ils n'avaient pas de grand empire et n'ont pas laissé d'architecture monumentale à une échelle comparable. Mais la culture Muisca formait une sorte de confédération au nord des Andes, autour de la région de Bogota, la capitale moderne de la Colombie. Beaucoup d'aspects de cette culture restent mystérieux, parce qu'elle n'a pas laissé de traces écrites, et on la connaît soit par les chroniques espagnoles de l'époque, pas forcément très scientifiques ni fiables, ou alors par l'archéologie moderne. Mais ce qui est établi, c'est qu'autour des années 1530, quand les Espagnols entament la conquête des zones situées dans les Andes, les Muiscas ont une population conséquente, estimée entre 500 000 et 3 millions de personnes. Ils vivent évidemment d'agriculture, mais ils ont aussi un savoir-faire assez avancé dans des domaines comme la métallurgie et l'exploitation des mines. Ils extraient du sel, notamment, en plus des métaux. Les Muiscas sont des héritiers de cultures plus anciennes, qui s'étaient épanouies en Colombie depuis des milliers d'années. Donc, pour en revenir à ce roi doré, il n'est pas vraiment sûr que ce rituel avec de la poudre d'or ait existé, ou qu'il se soit déroulé exactement sous la forme que je vous racontais. Mais en tout cas, pour les Européens, le manque de considération apparent des Muiscas pour la valeur de l'or, puisque littéralement ils le jetaient, c'était quelque chose de presque inconcevable, qui pouvait seulement vouloir dire qu'ils avaient de l'or à ne pas savoir qu'en faire. C'est ça qui importe, cette perception probablement erronée d'ailleurs. Et là, on touche à une grosse différence dans la perception de la valeur de l'or entre les cultures précolombiennes et européennes de l'époque. Pour les cultures précolombiennes les plus avancées, techniquement, qui maîtrisent bien le travail du métal et l'exploitation minière, l'or est précieux. La preuve en est qu'il sert à la bijouterie, aux objets de luxe, comme offrande aux dieux. Et tout ça nous montre qu'il n'est pas considéré comme un métal parmi d'autres. L'or est spécial. Mais jusqu'à un certain point seulement, parce qu'ils y ont accès beaucoup plus facilement que les Européens. Et que l'or n'est pas aussi rare qu'en Europe. Je vous en parlerai plus en détail dans un futur épisode sur les trésors du Moyen Âge,
Mais l'idée, c'est que les métaux précieux, l'argent et surtout l'or, n'étaient pas produits en grande quantité en Europe pendant des siècles. Il y avait quelques mines, mais les dépôts n'étaient pas aussi riches que ce qui serait découvert plus tard en Amérique, en Afrique ou en Australie. Ces mines européennes étaient souvent anciennes, en exploitation depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. Et au total, l'Europe n'était pas un producteur très important de métaux précieux. Et en plus de ça, les métaux précieux avaient tendance à la quitter. Parce que dans ses relations commerciales avec le reste du monde, en particulier avec le monde musulman, de l'autre côté de la Méditerranée, l'Europe était un importateur net de marchandises. Elle achetait plus qu'elle ne vendait. Donc, d'une manière ou d'une autre, la différence devait être payée. Et elle était payée en métaux précieux, en or et en argent. Ça a contribué à raréfier encore plus ces métaux en Europe, et à les rendre d'autant plus précieux, extraordinairement chers et désirables. C'est cette configuration, à l'origine plutôt économique, qui cimente pendant des siècles la réputation de l'or comme symbole absolu de la richesse, une perception qui est très installée à la fin du Moyen Âge, et qui durera encore bien après, au XVIe ou au XVIIe siècle. À l'époque, l'idée que cet afflux d'or puisse terminer par ruiner l'Espagne, parce qu'il est incontrôlé, c'est quelque chose que les contemporains, à ce moment-là, sont incapables de comprendre. Ils sont trop conditionnés à confondre l'or, qui est une forme de stockage de la valeur, de la richesse, avec la vraie richesse, celle qui consiste à produire des biens ou des services utiles, consommables, qui génèrent des revenus dans le temps et qui servent véritablement à quelque chose. Donc, même si l'or était précieux pour toutes les cultures du monde qui le connaissaient, pour son aspect et pour sa rareté, il faisait l'objet d'une passion chez les conquistadors, plus généralement les Européens, quand ils arrivent en Amérique au XVIe siècle. Une passion que les indigènes ne peuvent simplement pas comprendre. Alors, comme je vous le disais, d'une personne, du nom d'un rituel, Eldorado devient le nom d'un endroit, une région, un royaume, peut-être une ville, mais en tout cas un lieu où l'or est abondant. Et comment ne pas croire que c'est possible quand on sait les quantités d'or énormes, plusieurs vaisseaux remplis à ras-bord que les conquérants du Mexique ou du Pérou ont envoyés en Espagne. L'existence de l'Eldorado est crédible dans ces conditions. Et elle va être d'autant plus crue, autre facteur, que l'Eldorado fait écho à des légendes qui datent d'avant le voyage de Christophe Colomb. Des légendes médiévales qui parlent de cités d'or, quelque part à l'ouest. Qu'est-ce que c'est que ces légendes? En Espagne et au Portugal, depuis plusieurs siècles déjà, il existait un mythe, un récit, à propos d'une île appelée Antilia. Et selon cette histoire, à l'époque de la conquête musulmane de la péninsule ibérique, donc c'est-à-dire au 8e siècle, 7 évêques chrétiens se seraient enfuis de la péninsule, sur des navires, avec des fidèles, et ils auraient mis le cap à l'ouest, sur l'Atlantique, pour échapper aux envahisseurs. Ils seraient finalement arrivés sur une île, Antilia, où ils auraient fondé 7 colonies, 7 villes. Et ils auraient ensuite perdu contact avec le reste de la chrétienté. Il faut savoir que ces légendes à propos d'une île mythique dans l'océan Atlantique sont encore bien plus anciennes que le 8e siècle après Jésus-Christ. Elles existaient depuis au moins l'Antiquité classique. Il y avait des mythes faisant état d'îles utopiques à l'ouest,
dans différentes œuvres grecques. Par exemple, Homère parle des îles des bienheureux, ou des îles fortunées, des lieux paradisiaques, habités par les héros mythologiques, souvent associés aux Champs-Élysées, le paradis, mais que Homère situe dans le monde réel, aux confins occidentaux du monde. Il y a aussi l'Atlantide, un royaume ou un continent mythique, dont Platon a parlé comme d'un lieu fictif dans ses œuvres, mais qui a ensuite été interprété comme un lieu réel et qui a fait l'objet d'une légende qui est encore connue au Moyen Âge. Donc l'idée d'une île, d'une contrée perdue dans l'Atlantique, utopique, pourquoi pas richissime, c'est quelque chose qui circulait déjà dans la Grèce ancienne, qui est repris par les Romains et qui a pu être crédibilisé par la suite par des découvertes réelles, comme les îles Canaries ou les Açores. Les Romains connaissaient déjà l'existence des Canaries. D'ailleurs, leur nom ne vient pas de l'oiseau, canari, elle vient de canis, chien en latin. Littéralement, les Canaries, ce sont les îles des chiens. Par contre, les Açores sont découvertes par les Portugais au Moyen Âge. Ces légendes ne sont pas non plus limitées au Portugal et à l'Espagne. En Irlande, il y avait les Imrama, des contes de la mythologie celtique irlandaise, qui parlent d'îles légendaires dans l'Atlantique. Et bien sûr, il y a aussi les sagas scandinaves, qui parlent de voyages vers l'ouest et des découvertes, tout à fait réelles pour le coup, du Groenland et de l'Amérique du Nord, le Vinland. Donc, avec tout ce contexte, quand les Portugais en particulier se lancent dans l'exploration de l'Atlantique au XVe siècle, vers le sud, le long des côtes africaines, et qu'ils y découvrent des terres inconnues des Européens, la légende d'Antilia et ses 7 cités s'en trouve revigorée. L'île d'Antilia n'a jamais été trouvée, évidemment, c'est une légende. Mais on va commencer à la placer sur des cartes, sous forme d'un petit rectangle qu'on place à différents endroits de l'Atlantique. Ce serait très peu professionnel aujourd'hui pour un cartographe d'inventer des éléments sur une carte. Mais à l'époque, faire figurer des éléments géographiques qui n'ont pas été vraiment mesurés, ou même dont l'existence n'est pas prouvée, c'était quelque chose qui se faisait. Et à part Antilia, sur des cartes du XVIe siècle de l'Amérique, parfois on fait apparaître l'Eldorado, à différents endroits selon les cartes, en fonction de là où les rumeurs le situent, au moment de l'élaboration de la carte. Pas sur les cartes sérieuses, celles qui étaient élaborées par des explorateurs pour le compte des royaumes qui les envoyaient. Royaumes qui ensuite gardaient jalousement leurs cartes. Il ne fallait surtout pas révéler à d'autres les lieux ou les routes commerciales qu'ils avaient découverts. Mais à côté de ces cartes officielles, qui restent secrètes jusqu'au XVIIe siècle, on voit apparaître des cartes imprimées pour une audience plus large, moins précise, plus colorée, et dont les auteurs s'autorisent à être créatifs, disons. Mais c'est à travers ces cartes que le public européen va découvrir ce à quoi le monde ressemble. Et en voyant sur ces cartes l'île d'Antilia ou l'Eldorado, ça fait encore une raison de plus pour croire à leur existence et vouloir s'y rendre. Donc, pour toutes ces raisons, les légendes depuis l'Antiquité, la découverte du Nouveau Monde, l'or qu'on y trouve, la soif de l'or en général, les cartes, l'Eldorado au XVIe et au XVIIe siècle acquièrent une grande crédibilité. C'est tout à fait plausible pour les contemporains. Et tout aussi logiquement, chercher l'Eldorado, monter des expéditions, apparaît digne d'intérêt.
incertain et risqué, sans doute, mais avec d'énormes profits possibles à la clé, qui justifient de prendre le pari. Et dans cette ébullition, dans les années 1520 et 1530, la légende des 7 cités d'Antilia devient celle des 7 cités d'or du Nouveau Monde. À peine 30 ans après la découverte de Christophe Colomb. Parmi les Espagnols qui s'étaient installés au Mexique, qu'on appelle alors la Nouvelle-Espagne, une rumeur commence à se répandre, une rumeur qui place les 7 cités d'or à quelques centaines de kilomètres au nord du Mexique, quelque part entre le nord du Mexique actuel et le sud-ouest américain, Nouveau-Mexique, Arizona ou Nevada. Ces histoires, parce qu'il y en a plusieurs, proviennent notamment des témoignages des quelques survivants d'une expédition vers la Floride, dont le navire s'est échoué, et en revenant en Nouvelle-Espagne, ils racontent que les indigènes qu'ils ont rencontrés leur ont parlé de villes d'une grande richesse. C'est pas très solide, il n'y a aucune preuve, mais ça suffit à exciter l'imagination. Un peu plus tard, en 1539, un explorateur italien s'aventure au Nouveau-Mexique, jusqu'au territoire des Indiens Sunies, et à son retour, il parle d'extraordinaires trésors qu'il aurait vus sur place. Une expédition est lancée pour aller en territoire Suni, mais elle n'y trouve que des villages ordinaires. Les cités d'or sont introuvables. Ils ne trouvent rien, mais sur place on leur parle de cités d'or loin à l'est, de l'autre côté des grandes plaines, ce qui correspondrait aux États modernes du Kansas, du Missouri ou du Nebraska. Et le chef de cette expédition, Coronado, décide d'aller voir. Donc encore des centaines de kilomètres de voyage vers l'est cette fois, à travers le Midwest américain. Mais là encore, rien. Et l'expédition de Coronado retourne en Nouvelle-Espagne avec les mains vides. Maintenant, le fait qu'elle n'ait rien trouvé ne prouve pas grand-chose, parce qu'une seule expédition dans ces contrées immenses, à la recherche d'une ville, même si elle existe, les chances de la trouver sont très minces. Et donc l'échec de cette expédition ne met pas fin à la rumeur en Nouvelle-Espagne. Au contraire, cette légende s'installe durablement, et ensuite elle voyage vers l'Europe, quand les colons y retournent, ou sur les navires qui font la navette entre Espagne et Mexique. Et c'est comme ça que sous cette nouvelle forme, cette légende des 7 cités d'Antilia, probablement apparue au Portugal ou en Espagne, a voyagé dans le Nouveau Monde pour s'y implanter et devenir la légende des 7 cités d'or. Mais les cités d'or n'ont jamais été trouvées, et pas plus l'Eldorado, qui commence lui aussi à être mentionné de façon insistante à partir des années 1530. Cette rumeur de l'Eldorado participe à l'engouement pour la recherche d'or en Amérique, qui bat son plein depuis le début du XVIe siècle. Une recherche qui n'est pas seulement le fait des Espagnols ou des Portugais au Brésil. Les nouvelles des découvertes en Afrique et au-delà, et en Amérique, se sont répandues rapidement. Et bientôt d'autres royaumes veulent participer. Les rois d'Angleterre ou de France envoient aussi des explorateurs sur l'Atlantique, qui cherchent à découvrir une route vers l'Orient, ou pourquoi pas réclamer des terres nouvellement découvertes. Mais toutes ces expéditions sont assez internationales. Elles comportent beaucoup d'Italiens, en commençant par Christophe Colomb, qui sont employés par d'autres royaumes, des Anglais et des Français, et aussi des Hollandais et des Allemands. On est au début du XVIe siècle, et l'Espagne fait partie de l'empire des Habsbourg, dirigé par Charles Quint, qui règne à la fois sur l'Espagne,
l'Autriche, la Bourgogne et les Pays-Bas, avec encore d'autres intérêts en Allemagne ou en Italie. Et tout ça facilite l'internationalisation des expéditions pour le Nouveau Monde. Par exemple, les premières expéditions à la recherche d'or ou d'autres richesses, dans ce qui deviendrait le Venezuela, commencent à la fin des années 1520. Et elles sont organisées par des agents d'une famille de banquiers allemands, les Welser, qui ont reçu une concession du roi d'Espagne pour exploiter cette région. En dehors du Mexique, qui vient d'être conquis, c'est une des premières régions où des expéditions sont envoyées à l'intérieur des terres pour découvrir ce qui se cache au-delà des côtes. Alors on explore l'Orénoque, le grand fleuve du Venezuela. Mais ces premières expéditions sont assez décevantes. Pas d'or en grande quantité, pas de villes comme au Mexique, et des rencontres avec les indigènes qui sont souvent violentes. Un climat difficile en plus, très chaud et humide. Et donc, entre les insectes, les maladies, les attaques, beaucoup succombent, et ces expéditions au Venezuela ne font pas mieux que reconnaître le terrain et dresser des premières cartes. Mais ça ne décourage pas les initiatives, plutôt l'inverse même, parce que dans les années 1530, la légende de l'Eldorado a commencé à prendre corps, à se répandre au Nouveau Monde. Cette légende, élaborée à partir du rituel Muisca en Colombie, dont je vous ai parlé auparavant. Jusqu'aux années 1530, il y avait eu des contacts avec les Muiscas et d'autres peuples en Amérique du Sud, au nord de l'Amérique du Sud, près des Caraïbes, mais pas encore de conquête comme au Mexique. L'Amérique est très vaste, le nombre d'hommes venus d'Espagne est faible, et donc la capacité de conquête est limitée. Mais dans les années 1530, ça change. Les Aztèques ont déjà sombré au Mexique, qui est à peu près sous contrôle, du moins une portion du sud du Mexique actuel, et les Espagnols referaient bien le même coup ailleurs. Alors ils regardent vers le sud. En 1528, ils sont arrivés à la frontière de l'Empire Inca, et ils pressentent vite que ça pourrait être l'opportunité qu'ils recherchent. Mais faute de moyens, il y a juste un peu de reconnaissance et quelques escarmouches. Jusqu'en 1532, où ça passe à la vitesse supérieure. En 1532, un petit groupe de soldats, quelques dizaines, parvient à tendre une embuscade à une très grande force inca qui accompagne l'empereur, le Sapa Inca, Atahualpa, à la bataille de Cajamarca, au nord du Pérou. Ça paraît miraculeux, mais ils y arrivent parce que l'audace de s'en prendre à l'empereur était quelque chose que les Incas ne pouvaient même pas concevoir. L'empereur est un dieu vivant, c'est simplement impossible dans leur esprit qu'il puisse être visé et capturé. Cette bataille voit un vrai massacre. Des milliers de soldats incas sont tués ou blessés, et les Espagnols ne déplorent pas une seule perte. Ça marque le début d'une campagne qui voit l'effondrement du plus grand empire précolombien. Effondrement assez rapide, mais ensuite le contrôle effectif de son territoire, et l'élimination de la résistance, ça va prendre plus longtemps, une quarantaine d'années. Cette conquête est réalisée par seulement quelques milliers d'Espagnols, mais avec l'aide de peuples indigènes qui se révoltent contre les Incas, et aussi l'aide de la chance, parce qu'au moment où ils lancent l'attaque, l'Empire Inca est déchiré par une guerre de succession. Les opérations ont lieu principalement au Pérou, mais les Espagnols qui y participent ne viennent pas du Mexique, par la terre. À l'époque, il n'y a encore aucune route qui traverse la Colombie et l'Équateur, donc ils arrivent par la mer,
en passant au sud par le détroit de Magellan et en remontant la côte Pacifique jusqu'au Pérou. À part quelques expéditions qui s'y étaient aventurées, la Colombie à l'époque reste mystérieuse, impénétrable. Et encore plus difficile d'accès est cette forêt au sud du Venezuela et à l'est des Andes, qui s'appellera bientôt l'Amazonie. Il faut donc ouvrir des routes, et en 1536, un conquistador espagnol, Quesada, avec une armée de 800 hommes, est envoyé en mission pour ouvrir une route terrestre vers le Pérou, à travers la Colombie. Mais dans le contexte de l'époque, les chefs militaires ne sont pas très contrôlés. Ils opèrent loin de leur autorité. Et souvent, ils font un peu ce qu'ils veulent. On leur donne des ordres de mission, et on les motive avec des promesses de titres et de terres. Mais une fois sur le terrain, ils prennent souvent des initiatives, ou font même autre chose que ce pourquoi on les a envoyés. Et c'est ce que va faire Quesada. Au lieu de se contenter d'explorer pour trouver une route, il se laisse attirer par les rumeurs, les histoires autour de l'Eldorado. Et il décide d'aller conquérir leur lieu de naissance, le territoire des Muiscas. Ce qu'il fait, et il s'empare de trésors conséquents, mais pas suffisants pour étancher sa soif de richesse. On est loin de l'abondance d'or et de trésors promise par les rumeurs. Mais dans le territoire des Muiscas, des captifs parlent aux Espagnols d'un mystérieux royaume, dont les habitants ont édifié un temple du soleil et l'ont rempli d'une énorme quantité d'or et de pierres précieuses. Intéressant. Quesada part à la recherche de ce temple, pendant une année entière, mais sans succès. Pour autant, il ne renonce pas. La légende du roi doré des Muiscas, El Rey Dorado, parlait du roi, mais aussi d'un lac, où une grande quantité d'objets précieux étaient jetés. Donc il se met à la recherche de ce lac. Et effectivement, les Muiscas ont un lac sacré, qui est trouvé en 1537, le lac Guatavita. Le problème, c'est qu'il est trop grand et trop profond, avec surtout un fond trop vaseux, trop pour y retrouver quoi que ce soit. La tâche est trop grande, et elle est donc abandonnée. C'est la déception. Mais 8 ans plus tard, en 1545, 2 autres conquistadors entreprennent de vider le lac, de le drainer. Et la seule méthode qui paraisse possible, c'est de faire une chaîne de travailleurs avec des seaux qui vont le vider progressivement. Mais au bout de 3 mois d'efforts, le niveau a baissé de seulement 3 mètres et seulement une petite quantité d'or a été retrouvée, pas assez pour justifier de continuer. Donc le drainage s'arrête. Mais ça n'est pas encore la fin de cette histoire du lac Guatavita. En 1580, donc maintenant 40 ans plus tard, une entaille est pratiquée au bord du lac pour faire sortir l'eau. Au bout d'un moment, cette tranchée va s'effondrer, mais le niveau a déjà bien baissé quand ça arrive, environ 20 mètres, et quelques ornements d'or sont à nouveau trouvés dans la vase. Finalement, c'est seulement au début du XXe siècle que les fouilles se terminent. Un tunnel est creusé sous le lac pour le vider complètement. Une fois qu'il a été vidé, il ne reste plus qu'à peu près 1 mètre de boue au fond. Boue qui va être sondée et filtrée, mais sans permettre de trouver beaucoup plus. Assez rapidement, cette boue sèche et se fige, presque comme du ciment, et ça interrompt les efforts. Donc au final, il semble quand même que le récit du roi doré des Muiscas n'était pas complètement inventé. Le lac existe, il y a bien eu des objets en or qui ont été jetés, mais en considérant ce qui a été véritablement retrouvé,
soit ils n'ont pas jeté tant d'or que ça, soit beaucoup de pièces sont restées enfouies plus profondément dans la boue, soit c'était un autre lac. Pendant ces recherches en Colombie, la conquête des Incas a progressé, et les Espagnols ont atteint et capturé la capitale, Cusco. Ça n'est pas spécialement pour trouver l'Eldorado, mais en 1541, une autre expédition part de Quito, en Équateur, pour explorer les terres à l'est, vers l'intérieur du continent. Expédition importante, puisqu'elle permettra de descendre le fleuve Amazone pour la première fois. Beaucoup d'indigènes ont parlé à l'époque de l'existence d'une vallée, loin à l'est, qui serait riche en or et en cannelle. Les épices ne sont pas la chose principale que les Espagnols cherchent en Amérique, mais elles sont quand même de grande valeur. On ignore si les indigènes croient réellement à l'existence de cette vallée, si c'est une de leurs légendes, s'il y a eu des exagérations. Mais en tout cas, les Espagnols se disent que ça vaut le coup de vérifier, et qu'il pourrait y avoir de l'or à trouver. Alors une expédition part de Quito, emmenée par 2 conquistadors, Orellana et Pizarro. Pizarro, c'est le nom du principal conquérant des Incas, Francisco Pizarro. Mais dans cette expédition, il s'agit de son petit frère, Gonzalo. Comme souvent, cette expédition ne se passe pas comme prévu. Pizarro renonce après avoir perdu beaucoup de soldats et de porteurs, tués par les maladies, la faim ou les attaques. Le deuxième, Orellana, continue. Ils atteignent une rivière et il est décidé de la descendre jusqu'au bout. Cette rivière, c'est un des affluents de l'Amazone, et donc Orellana continue sa descente jusqu'à atteindre l'Atlantique. Ils n'ont trouvé aucun or, pas de cannelle non plus, mais sur le chemin, des tribus d'indigènes aux cheveux longs ont été aperçues sur les rives. Ça leur a fait penser à des femmes, et ils ont appelé ce fleuve Amazone, en référence aux guerrières amazones de la mythologie grecque. Donc au milieu du XVIe siècle, les Espagnols ont fait 2 gros coups, au Mexique et au Pérou, et d'autres de moindre envergure, comme les Muiscas en Colombie. Mais l'Eldorado reste introuvable. Pour autant, le mythe n'en est pas affecté, et c'est logique. L'or et l'argent continuent à affluer des Amériques. Après avoir pillé, les conquérants ont mis les mines en exploitation, avec la main-d'œuvre locale, réduite soit en esclavage, soit à une vie de servitude mal payée. Et il s'avère très vite que les métaux précieux à extraire sont encore en plus grande quantité que ce qui a pu être pillé. Les mines du Mexique, du Pérou et de Bolivie s'avèrent très productives. On a trouvé aussi des cours d'eau où les pépites d'or apparaissent. On a trouvé aussi des diamants et des émeraudes. L'Amérique du Sud reste un continent dangereux, avec ses maladies tropicales, ses animaux sauvages et venimeux, ses tribus hostiles, mais un continent qui tient ses promesses quand même. Donc il est facile de croire à l'époque que encore plus reste à découvrir. Et la persistance de la rumeur la rend aussi plus crédible. Il est plus facile de croire à quelque chose qui se raconte depuis des dizaines d'années. On a tendance à penser que ça ne peut pas être complètement faux, même si ça l'est. À la fin du XVIe siècle, il y a encore beaucoup de régions inexplorées en Amérique du Sud. Alors peut-être que l'Eldorado n'est pas en Colombie, ni dans les Andes, qu'on commence à connaître un peu mieux. Mais il reste les étendues immenses de l'Amazonie, ou les plateaux de Guyane, des endroits encore presque vierges de présence européenne. À la fin du XVIe siècle,
une rumeur persistante situe maintenant l'Eldorado sur ou à proximité d'un lac, le lac Parima ou Parimé, selon les versions. Un lac réputé immense, presque une mer intérieure, qui aurait été situé quelque part entre le sud du Venezuela, le nord du Brésil et la Guyane. Comme je vous le disais auparavant, la tradition existait à l'époque de placer sur les cartes des éléments géographiques non mesurés ou à l'existence incertaine. Et donc, à la fin du XVIe et au XVIIe siècle, on voit ce lac Parimé apparaître sur différentes cartes, qui sont souvent copiées les unes sur les autres. D'ailleurs, ça n'est pas le seul lac légendaire ou non clairement localisé à apparaître sur les cartes d'Amérique du Sud. On en voit d'autres, comme le lac Xarayes ou le lac Cassipa, qui restent sur les cartes du XVIIe siècle jusqu'à ce qu'il soit démontré qu'ils n'existent tout simplement pas. Mais qu'à cela ne tienne, des expéditions partent à la recherche de ce lac Parimé, en espérant qu'il les amènera à l'Eldorado. Et une des plus célèbres est celle de Walter Raleigh en 1594-1595. Walter Raleigh, c'est une figure importante de l'histoire anglaise à l'époque élisabéthaine, le règne d'Élisabeth Ier. C'est à la fois un homme d'État, un militaire, un explorateur et un écrivain, qui, entre autres choses, joue un rôle important dans les premiers pas de la colonisation anglaise en Amérique du Nord, l'embryon de ce qui deviendra les 13 colonies et ensuite les États-Unis. Il écrit aussi des récits de ses voyages, des récits qui ont un grand succès, même s'ils ne sont pas très fiables. Il y mélange la réalité et la fiction, avec beaucoup d'embellissements qui sont des inventions. Mais auprès d'un public qui ne connaît pas le reste du monde, ça passe. Après une expédition en Guyane, Raleigh se convainc de l'existence du lac Parimé, et aussi que c'est là qu'on trouvera l'Eldorado. Il ne trouve pas le lac, et pour cause, puisqu'on verra qu'il n'existe pas. Mais sur la foi de récits qu'il a entendus, ou peut-être inventés, parce qu'il raconte ça dans ses ouvrages, il parle en détail du lac et de l'Eldorado, qui serait en fait une ville. Il décrit ses dimensions, et précise que le lac serait la source de l'or, de la richesse de la ville, parce qu'il regorgerait de pépites d'or. Après son retour en Angleterre, Raleigh envoie un de ses lieutenants en Guyane pour chercher la ville, sans succès. Mais il est tellement convaincu qu'il retourne lui-même en Amérique pour une autre expédition en 1617. À cette époque, c'est un homme âgé et il doit rester en arrière. Cette expédition ne trouve rien non plus, comme les précédentes. Ensuite, Raleigh rentre en Angleterre, mais à l'époque où il était bien en cours, sous Élisabeth Ier, et révolu. Comme Raleigh a attaqué des Espagnols en Amérique, et que ça lui était interdit, parce que l'Angleterre et l'Espagne sont maintenant en paix, il est arrêté et finalement exécuté en 1618. Ce qui met fin à une existence très romanesque, assez extraordinaire. Mais alors que le XVIIe siècle avance, l'existence de ce lac Parimé est de plus en plus remise en question. C'est censé être un lac immense, quelque chose presque de la taille de la mer Caspienne, donc le fait de ne pas pouvoir le localiser est quand même assez troublant. D'autres expéditions ont lieu, espagnoles, anglaises, hollandaises, dans cette région entre le sud du Venezuela et le nord du Brésil, au long du XVIIe siècle. Mais toujours rien, elles reviennent les mains vides. À cette époque, après plus d'un siècle de présence européenne au Nouveau Monde,
la surface des zones inexplorées s'est quand même bien réduite, sans disparaître totalement, parce que comme en Afrique centrale et australe, l'Amérique du Sud a des régions difficiles d'accès par la terre ou par les fleuves, régions dans lesquelles la végétation peut cacher beaucoup de choses, et où les explorateurs de l'époque ne pouvaient pas se rendre. Mais quand même, le lac Parimé devient tellement improbable au XVIIe siècle que le mythe se dissout. On arrête d'en parler, on l'enlève des cartes et on l'oublie. Et pourtant, 200 ans s'écoulent, le lac Parimé est à peu près oublié, quand une expédition scientifique arrive en Guyane pour faire une étude précise du bassin de Guyane et de ses lacs. Une expédition dirigée par Alexandre de Humboldt. Alexandre de Humboldt, c'est un géographe et un explorateur allemand qui travaille beaucoup sur l'Amérique du Sud au tournant du XIXe siècle, en appliquant à ses découvertes une certaine rigueur scientifique, comme commencent à le faire à l'époque les naturalistes, les savants qui étudient la nature sous toutes ses formes, animales, végétales, la géographie aussi. Humboldt conclut dans ses travaux à l'impossibilité de l'existence du lac Parimé. Il relève quand même que, peut-être, la convergence de différentes rivières en crue pourrait avoir créé une étendue d'eau assez importante, et que cette étendue pourrait avoir inspiré la légende du lac Parimé, mais rien de plus. Et aussi, s'il n'y a pas de lac Parimé, peut-être qu'il n'y a pas non plus d'Eldorado à côté. Donc à ce stade, l'histoire du lac Parimé semble se conclure par un verdict final. C'est une invention ou une énorme exagération. Et justement au XIXe siècle, avec l'hypothèse du lac Parimé qui part en fumée, l'Eldorado qui reste toujours introuvable, alors que l'Amérique est maintenant bien quadrillée et cartographiée, on considère de plus en plus l'Eldorado comme une lubie qui appartient au passé. Le sens de Eldorado glisse d'un lieu qu'on a cru réel à un concept, un synonyme de terre promise ou de récompense qu'on obtient après une aventure. Trouver ou atteindre l'Eldorado, chercher l'Eldorado. Ce qui reste le sens moderne du terme. Mais la possibilité que le lac Parimé, ou en tout cas un grand lac disparu, ait vraiment existé, est relancée au XXe siècle, à la suite de découvertes. Déjà, des géologistes observent que sur un site au nord du Brésil, il y a une sorte de ligne horizontale qui apparaît, bien clairement, au même niveau, sur des collines. Et de façon assez certaine, cette ligne marque le niveau d'eau d'un ancien lac disparu. Un lac qui aurait pourtant existé jusqu'à une époque pas si ancienne. Le lac aurait eu à peu près la superficie de l'Autriche. C'est énorme pour un lac, et ça l'aurait mis à un niveau comparable au lac supérieur en Amérique du Nord. Et surtout, le lac aurait disparu il y a environ 700 ans, soit seulement 200 ans avant l'arrivée des Européens en Amérique. Le lac se serait largement vidé il y a 700 ans, et il aurait fini de disparaître vers 1690, à la suite d'un tremblement de terre qui aurait ouvert une faille dans son socle rocheux et permis à toute l'eau de se déverser dans l'Amazone. Mais ça veut dire que avant, et peut-être même pendant les expéditions espagnoles, ou celle de Raleigh, dans la région, à la recherche de l'Eldorado, il y avait bien un lac. Et le fait qu'il soit mentionné à l'époque, au XVIe siècle, par des indigènes, comme un lac légendaire, peut trouver un début d'explication. Il aurait effectivement bien pu exister, suffisamment récemment pour faire encore partie de la mémoire collective. Donc c'est ironique,
Mais peut-être que ces cartes du XVIe et du XVIIe siècle, qui faisaient apparaître un lac parimé, n'avaient pas complètement tort, même si elles se trompaient sur l'endroit et sur les dimensions. Encore mieux, des gens vivaient près du lac. Il y a un site près de son ancien emplacement, Pedra Pintada, qui est célèbre pour ses pétrographes de l'époque précolombienne. C'est purement spéculatif, mais les hommes qui vivaient là ont peut-être trouvé de l'or dans ce lac. De l'or transporté vers l'Amazonie avec les alluvions venues des Andes. Et c'est peut-être ça la base réelle, historique, de ces légendes que les conquistadors espagnols comme Orellana ont entendues et propagées, entretenant les expéditions qui se sont succédées dans cette région pendant presque 200 ans. Même si elle n'était pas forcément si riche en or, et pas forcément si grande, il y a peut-être eu une zone de peuplement là, au bord de ce lac disparu. Ce qui nous invite à ne pas écarter les mythes comme de pures inventions. Ils peuvent l'être, évidemment, souvent ils le sont, mais ils peuvent aussi avoir été produits par l'exagération, la relocalisation ou la transformation avec le temps d'une mémoire, une mémoire fondée sur de vrais événements, sur une réalité. C'est la fin de notre aventure pour ce soir. Vous pouvez maintenant vous endormir, ou, si vous n'avez pas sommeil, choisir une autre histoire de la bibliothèque des rêves et partir pour une nouvelle aventure. Je serai bientôt de retour avec un nouveau sujet. Et d'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.